Sylvia Lippi, nous allons parler maintenant de la folie. Eh bien, je vais partir de cette phrase de Lacan, 1946. « Ne deviens pas fou qui veut, l'être de l'homme ne peut être compris sans la folie. » On a tout là presque. Oui, on est à Bonneuil. Et d'ailleurs, c'était une phrase qu'il avait lue sur les murs de Sainte-Anne. Et le contexte est très intéressant parce que Lacan est, disons, invité par les grands psychiatres Henry Hay et qui soutient, encore une fois, qu'il y a vraiment qu'en quelque sorte la folie sépare encore l'homme de sa puissance. Et d'ailleurs, on pourrait rayer, il y a une cause de la folie, il y a une cause organique contre laquelle Lacan s'est toujours battu. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est notamment que Lacan inverse ses thèses en disant que la folie est la plus fidèle compagne, disons, de la vérité de l'être du sujet. Et c'est là, au fond, ça se comprend assez simplement si on est psychanalyste. Parce que les psychanalystes ont affaire toujours avec la folie. C'est-à-dire que ça soit, encore une fois, plus ou moins retenu, que ça soit plus ou moins, encore une fois, hospitalisé ou réglé, disons, par la justice ou par la médecine. Je veux dire, un symptôme est fou. Une fille qui pèse 35 kilos et elle se voit réellement grosse, c'est une forme de folie. L'hémissier qui a peur d'un petit araignée alors que lui il est énorme, je ne sais pas, il est à 1,90 m, il a peur d'un petit araignée, c'est fou. Je veux dire, les symptômes est une expression de folie. La jeune femme qui ne mange pas parce qu'elle veut, encore une fois, parce qu'elle se sent grosse, ou alors l'autre qui mange 15 croissants et après elle vomit, sont toutes des expressions de la folie. L'inconscient est fou. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit structuré en tant que... Mais à la base, la folie n'est pas l'irrationalité d'un point de vue psychanalytique. Ça n'implique pas qu'il n'y ait pas un ordre dans cette folie, mais fou, ça veut dire qu'il n'est pas réglé et qui, disons, la vie normale est impossible. Il n'y a pas de normalité en psychanalyse. Après, il y a des situations politiques de la folie, il y a une question politique de la folie qui est très importante pour la psychanalyse et pour la société tout court. Mais en tout cas, tout le travail psychanalytique, c'est ça qui veut dire Lacan. Si on veut aller vers la vérité de son propre désir, on est obligé de passer par les symptômes, par la folie, par la pulsion. La pulsion est folle. La pulsion cherche des objets impossibles. Je veux dire, les fétichismes, c'est un exemple. Voilà. On tombe amoureux d'une chaussure. Voilà. Et c'est bien de l'amour, je veux dire. C'est pas du tout quelque chose d'autre. Bataille disait ça. Un fétichiste qui tombe amoureux je défie tout amant d'œuvres d'art à aimer une œuvre d'art comme les fétichistes aiment sa chaussure. Donc ça, c'est fou. Voilà. C'est cette folie-là que la psychanalyse interroge. Et surtout, je l'ai dit d'emblée, le but de la psychanalyse n'est pas du tout de réduire la folie, mais de l'exploiter. Voilà, à partir de la subjectivité de la personne qui est en train de faire son analyse. Voilà. Alors, vous avez dit au passage la pulsion est folle. On peut un peu historiciser les choses aussi. Au départ, on parle des insensés. Après, on parle des aliénés avec Pinel. Et vous, quand on arrive au XXe siècle, vous êtes très proche de la psychiatrie de Franco Basaglia, 1924-1980. Parce que, bon, vous avez un lien très fort avec ce que vous appelez le dehors. À la limite, vous ne comprenez pas tellement pourquoi on enferme les fous. Absolument. C'est central. Philippe Petit, vous avez déjà, disons,
comment dire, pointer les points qui m'intéressent par rapport à cette question. Encore une fois, il ne s'agit pas, évidemment, hein, la psychose est prioritaire dans la question de la folie. Encore une fois, même si la folie est transstructurale, on peut dire. Et quand je dis psycho, je ne veux pas penser en case, mais penser et essayer de m'interroger sur la particularité de ces désirs. Hein. Alors qu'on dirait que la névrose, c'est l'universel, et la particularité, non. C'est-à-dire, c'est peut-être presque à inverser. La psychose, comme disait Lacan, l'inconscient à ciel ouvert, qui est aussi un titre d'un livre de Colette Solaire sur la psychose. À partir de là, vraiment, ça déplace les centres, disons, de la question de l'inconscient. Et pour cela, encore une fois, quand je dis psycho, je ne dis pas catégorie méprisée, mais au contraire, c'est là où il faut partir pour réanalyser, pour repenser l'inconscient, je pense, depuis un certain temps et en particulier aujourd'hui. Mais donc il y a effectivement, pour cela, Foucault, je pense qu'il a dit mieux que tout le monde. Donc au début, les fous sont dehors, ils sont des sages. Et au bout d'un moment, disons à l'époque, après, ils sont internés. Disons, mais aussi à partir d'Erasme, non, il y a quelque chose qui vient, comment dire, interroger la folie non du côté du sage ou du savant, mais plutôt du côté du problématique, hein, comme vraiment l'anti-raison. Et effectivement, les vrais moments problématiques est notamment, disons, l'époque classique avec Pinel, et ce qu'on appelle les traitements moraux. D'abord, il faut dire que Schirol, disons, a bien sûr essayé d'améliorer la condition des hôpitaux, mais les problèmes de Pinel, et qui est encore, à mon avis, quelque chose qui est un acte encore aujourd'hui, même dans les associations, disons, dans les institutions plus psychothérapeutiques, institutionnelles ou psychanalytiques, disons que c'est l'idée qu'il faut libérer les patients de sa folie. Voilà, ça, c'est la grande thèse de Foucault, les grands enseignements qui nous livrent, c'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire, on intervient moralement, avec beaucoup d'humanité, mais on n'accepte pas la folie. On n'accepte pas la folie dans l'individu, on n'accepte pas la folie dans la société, comme on parlait tout à l'heure, et donc voilà, on intervient pour séparer, en quelque sorte, pour séparer l'inconscient du sujet, pour ne pas en prendre compte. Alors que, encore une fois, Foucault insiste sur les rapports entre la rationalité et la folie. Lacan disait la psychose est un essai de rigueur. Hein, c'est vraiment une nouvelle modalité de pensée, de créer et de concevoir le monde, et qui est déjà vraiment en dehors de valeurs capitalistes, dont les névrosés sont les représentants principaux. Et déjà, c'est une capacité de s'ouvrir à l'inconscient. Donc, je dirais, encore une fois, que vraiment, Lacan comme Foucault nous permet de réinscrire la folie, d'accepter la folie de l'autre et de nous-mêmes dans notre vie la plus intime et la plus importante. Le fou est dehors, mais il n'est pas dehors de moi, en quelque sorte. Et s'il est dehors, il vit, elle nous conditionne, elle nous permet de vivre autrement, alors que s'il est enfermé, évidemment, l'enfermement, d'abord, même les plus humanitaires, est forcément, encore une fois, est une manière d'exclure la folie de la cité. Par exemple, des îlots comme la Borde, la Sénéque, encore une fois, tout mon respect va aux gens qui ont construit ces lieux, mais effectivement, ils sont là, ils ne dérangent personne, ils font leur folie entre eux, alors qu'en quelque sorte, comme disait Basaglia, si la folie est dehors, c'est-à-dire nous oblige à en prendre compte
nous aussi. Et voilà. Et vous pensez qu'en Italie, encore aujourd'hui, il y a une certaine avance de la psychiatrie issue de Basaglia qui est opérante? Déjà, je tiens à dire que pendant 20 ans, Basaglia, il s'est concentré à repenser les institutions un peu comme en France, Jean Noury, etc. Mais disons qu'encore une fois, par exemple, la pensée de Jean Noury était encore une fois, repenser l'institution, soigner l'institution. Alors que Basaglia dit non, il faut soigner la société. Il est beaucoup plus ambitieux. Et effectivement, tout le monde considère qu'en Italie, c'était un échec, la loi, surtout la loi de 99, où, encore une fois, les manicomi, les hôpitaux psychiatriques ont été supprimés. Évidemment, beaucoup de Français sont horrifiés par cela, parce qu'ils disent « Ouh, en Italie, les psychotiques sont dehors, sont dans la rue ». Bon, déjà, il faut dire que beaucoup de psychotiques dans la rue, ils disent eux-mêmes qu'ils sont mieux qu'à l'hôpital. Moi, j'en ai entendu beaucoup de mes patients à l'hôpital psychiatrique qui, notamment, ils préféraient être dans la rue. Il y en a certains qui préfèrent être en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique. En Italie, les hôpitaux psychiatriques étaient vraiment dans des états à part ceux dont Basaglia avait mis la main, étaient vraiment dans des situations terribles. Et au fond, ce qui voulait Basaglia, et ce qu'il y a encore à Trieste et dans d'autres lieux, c'est-à-dire des institutions qui ne soient pas, construites sur les pouvoirs psychiatriques. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est très proche de Foucault. Un compensé qui n'est pas du tout pris en compte parmi la psychiatrie française, quand même. Pas sérieusement, la philosophie, bien sûr. Mais une personne prend au sérieux qu'est-ce que ça veut dire les pouvoirs psychiatriques, c'est un des titres de ces séminaires, et l'importance vraiment de bousculer et de renverser cette manière de soigner. Or, Basaglia, c'est ce qu'il a essayé de faire. Évidemment, après, comme c'est souvent en Italie, les institutions, l'État et les gouvernements n'ont pas suivi. Mais moi, je peux témoigner, parce que je suis souvent en Italie en rapport avec mes collègues. Et encore une fois, il faut dire qu'il y a quelqu'un comme Recalcati qui a permis la création d'îlots un peu partout en Italie. Je ne sais pas combien de Jonas, ça s'appelle Jonas, ce sont des institutions entièrement psychanalytiques et qui sont des manières, encore une fois, de prendre en charge, encore une fois, la folie dans la cité. Encore une fois, prendre en charge, toujours ayant comme base la psychanalyse et non la psychiatrie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des psychiatres ou qu'il n'y ait pas l'utilisation des médicaments, évidemment, mais n'est pas la centralité de la prise en charge. Ce sont des analystes, il y a des réunions, il y a encore une fois, il organise des journées, il travaille de façon très collective, et en quelque sorte, c'est vraiment la psychanalyse dans la cité. Et en ce sens, je n'ai pas vu en France quelque chose qui soit de même ordre. Donc, effectivement, ces institutions sont un peu l'héritage des Basaglia, ou peut-être, plutôt que construire des hôpitaux psychiatriques avec toute leur, leur organisation verticale, peut-être ces façons, de prendre en charge la folie, aussi les mal-être des gens, parce qu'évidemment, parfois la folie est en contact avec les mal-être. Je ne vais pas faire une exaltation un peu finale même. La folie, c'est un effet du traumatisme. Donc, je veux dire, la question, c'est pas c'est ni du bien ni du mal, mais je veux dire, ça peut entraîner des troubles ou du mal-être. Oui. Et ces lieux de soins, vraiment, c'est ce qui remplace en Italie l'hôpital psychiatrique. Cela dit, il y a quand même des services psychiatriques généraux, etc. Donc, finalement, ça a marché jusqu'à un certain point, mais disons que la pensée de Basaglia est tout à fait actuelle. Détruire les pouvoirs psychiatriques, et c'est là indépendamment de la position qu'on a. Je veux dire, lui, il était psychiatre, donc je veux dire, il était les premiers et il critiquait beaucoup la psychanalyse parce qu'il était une pratique bourgeoise.
Mais à son époque, effectivement l'IPA était une pratique bourgeoise, donc il avait tout à fait raison. Il ne connaissait pas aujourd'hui l'implication dans les institutions des psychanalystes, donc il n'aurait pas parlé de la même façon. D'autant plus qu'il parlait, lui, de psychiatrie démocratique, je ne sais pas comment on dit en italien, mais ne croyez-vous pas, sur la question de la folie et donc du fou, de la représentation du fou, est-ce que depuis qu'a été mis sur le tapis la notion de dangerosité, surtout depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, que le fou, le schizophrène, est quand même perçu par une grande majorité de citoyens comme le danger. Enfin, et forcément, ça ne va pas dans le sens d'une amélioration, si je puis dire, du côté de la guérison, puisque, hélas, je ne connais pas les statistiques, mais il y a de plus en plus de fous, entre guillemets, dans la rue. Bien sûr. Alors d'abord, il faut dire qu'effectivement, disons, la stigmatisation du schizophrène, en particulier, ou du paranoïaque, a contribué à cette, disons, peur de ces termes, ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout même en psychiatrie, dans la psychiatrie contemporaine, on ne les utilise plus et on utilise plutôt les termes trouble bipolaire ou autisme. Voilà. Donc ça a l'air plus gentil. Et je trouve qu'en même temps, ça enlève beaucoup des grandes précisions cliniques ou des grands, encore une fois, finesses, par exemple, d'une certaine clinique, même psychiatrique, d'antan. Donc le problème, encore une fois, ce n'est pas de naître schizophrène. Le problème, c'est comment vivre un désir qui n'est pas adapté aux modalités capitalistes, névrotiques, familiales, édipiennes, appelez comme vous voulez. Et c'est là que l'antidipe est très, très puissant contre cette critique-là. La question est là. Et même Basaglia, quand on lit ses textes, d'ailleurs c'est intéressant parce que beaucoup de ces textes sont écrits avec, disons, les autres membres de ces institutions, compris les patients. Hein. Qui expriment leurs besoins, leurs volontés, leurs désirs, etc. Mais, par exemple, voilà, Basaglia disait que lui, il était intéressé, quand il a commencé vraiment à travailler sérieusement à Gorizia, dans son hôpital, il était intéressé par tous les psychotiques, à l'époque, voilà, les schizophrènes ou les fous, hein, on les appelait plutôt comme ça, qui étaient insubordonnés, notamment ceux qui ne s'y pliaient pas aux lois institutionnelles. Pourquoi s'intéresser à eux? Parce qu'évidemment, un bon clinicien, il essaie de comprendre comment travailler avec ces désirs-là. Il était curieux, il était inventif, il voulait que ces désirs puissants puissent être non adaptés, non domptés, puissent être, encore une fois, exploités au bénéfice de l'institution tout entière. Comment cette force énergétique, ces pouvoirs dans les désirs, peut être employé autrement que soit dans les pulsions les plus violentes ou agressives, ou alors dompter et en faire les bonnes, disons, les bonnes passions. Et surtout, encore une fois, il s'agit pas, il faut préciser que la violence, ça je l'ai vraiment vu moi-même en institution, de la psychose, souvent est causée par l'autre qui n'écoute pas. Autres institutionnels, autres les thérapeutes, les psychiatres, les psychologues, l'infirmier. Quand le sujet n'a pas une adresse pour sa parole, c'est là que souvent il peut y avoir, disons, des situations qui peuvent être considérées dangereuses ou violentes. Il y en a, c'est vrai, mais il faudrait que les institutions, au lieu de dire « il est un violent », elles faisaient un peu un petit examen pour voir aussi les causes du déclenchement. Et personnellement, quand j'ai vu les causes du déclenchement, que ce soit les suicides, les passages à l'acte suicidaire, que ce soit des actes violents à l'envers du thérapeute ou d'autres patients, souvent on peut voir qu'il y a, disons, une manière d'écouter la parole ou de vraiment se confronter à la nécessité du désir du patient qui n'est pas très prise en compte. Un petit exemple, vous devez
m'expliquer pourquoi encore aujourd'hui, quand un patient est hospitalisé, qu'est-ce qu'on fait? À n'importe quelle situation, on change les traitements. Voilà. C'est-à-dire, l'institution est si peu inventive, pourquoi on ne pense pas à faire... On change de traitement médicamenteux? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai toujours vu, j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique, j'ai travaillé dans les centres de crise, j'ai travaillé dans plusieurs lieux. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est en crise aux urgences? Qu'est-ce qu'on fait? On change les traitements. On lui donne un traitement. Il y a la parole, il y a des promenades, il y a des manières d'écouter, il y a simplement écouter, même en délire. Ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement. Il y a une question de temps et une question d'inventivité. On sait que ces neuroleptiques vont agir sur les sujets, que les patients se calment, et après, ça peut constituer des situations que j'appelle même pas répétitions, qui sont vraiment des répétitions à l'identique, que ce sont des cercles en boucle, non rythmés, notamment, comme j'écris dans mon livre. C'est-à-dire, ce sont des cercles en boucle qui sont pareils, c'est-à-dire dedans, dehors. Les patients excités, on lui donne le médicament, il est hospitalisé un peu, il ressort, et ça crée des vies qui sont ratées, évidemment. C'est, comme disait Tosquelles, il ne faut pas rater sa folie. Et là, ce sont des manières pour rater la folie. Et Tosquelles, c'était quelqu'un, un vrai clinicien, hein, ce n'est pas quelqu'un qui faisait des théories. Quand on écoute la folie et quand on est un peu inventif, je pense qu'on a des solutions beaucoup plus intéressantes. Mais là, c'est très compliqué. En institution, c'est une habitude, c'est toujours pareil. Après, à la limite, à côté, oui, on fait un atelier, oui, on bavarde un peu avec les infirmiers, alors que j'ai vu des infirmiers, grâce à leurs paroles, calmer des crises d'une façon impressionnante. C'est les infirmiers, au fond, qui ont amené l'institution psychiatrique, il faut le dire. Et certains, surtout ceux de la vieille génération, qui étaient vraiment préparés à la psychopathologie, d'une certaine façon à la clinique, étaient incroyables. Je les ai vus calmer des crises simplement avec des mots, avec des gestes, avec des corps qui se rencontrent, sans l'utilisation des neuroleptiques. Mais il n'y a rien à faire. On pense qu'il faut les médicaments. C'est ça la clinique psychiatrique. C'est les médicaments. Et c'est dommage, voilà. C'est-à-dire, c'est principal. Voilà. Les principales, c'est ça. Et c'est ça les savoirs psychiatriques qui est par rapport à la petite formule qui devrait résoudre les problèmes psychiques. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a 2000 manières. C'est ça, au fond, Tosquelles, l'expérience de Tosquelles ou de Basaglia, c'est vraiment des pensées, des manières absolument... la cuisine, les travails, faire les lits, les quotidiens. C'est vraiment penser des manières pour réinventer le quotidien et réinventer la vie. S'il n'y a pas ça, je pense que ça ne servira à rien. Les psychiatres seront d'accord, mais pour eux, quand même, principal, neuroleptique. Ce qui ne veut pas dire ne pas lui donner, mais mettre ça au centre, pour moi, c'est un problème. Ou alors, la psychiatrie humaniste, dont je parlais tout à l'heure, morale, c'est-à-dire séparer tout de suite les sujets de sa folie. Aujourd'hui, on fait la même chose que Foucault critiquait par rapport à l'époque du grand renfermement. Voilà, du grand renfermement. C'est-à-dire, on sépare du XVIIe siècle. Derrière l'idéal de la normalité et de la folie comme mauvaise pour les sujets, on les sépare de la folie, de façon que quand un patient ou une patiente est sous l'emprise de la folie, soi-disant, encore une fois, Jiminy Cricket, pour le protéger de lui-même, des autres, tout de suite, on bloque la folie. De façon que la folie ne peut pas être réinventée, ne peut pas être réutilisée, ne peut pas être réaménagée, elle ne peut pas être réhabitée autrement que comme un problème. C'est ça. Sylvia Lippi, nous allons terminer là-dessus, ne pas bloquer la folie de l'autre, mais peut-être aussi ne pas passer à côté de sa propre folie. Comment ne pas citer cette phrase de Pascal : « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait peut-être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. » Elle est très complète parce qu'elle fait le tour, cette phrase fait le tour de la question. Et notamment, on peut même la renverser au point de dire, si on n'est pas fou, on est sûrement fou.